Donc là, vous revenez justement d'une campagne, d'une mission. Alors c'était où? C'était combien de temps? Donc cette fois-ci, c'était la 4e fois que nous étions en prospection sur ce terrain-là. On est parti environ une quinzaine de jours à 3 prospecteurs pour quadriller une zone qu'on avait déjà visitée, donc en Tunisie. Donc là, c'était la Tunisie. C'est aujourd'hui quand même un pays assez facile. Il y a quand même plein de touristes qui vont y passer cet été. Par contre, des fois, vous allez sur des terrains un peu plus compliqués. Alors ça nous éloigne de cette zone-là, mais il y a quelques mois, vous étiez par exemple dans un pays plus compliqué. Alors c'est vrai qu'outre ce pays-là qu'on visitait pour une chute très particulière qui a eu lieu à Bénémira en 2001, on va sinon chercher des météorites dans des déserts qui sont parfois un peu compliqués d'accès, tant parce que le climat est forcément très compliqué, que la situation politique aussi autour dans le pays, qui est des fois instable. Il y a effectivement des pays qui peuvent être instables. Alors ça, pour tous les professionnels, c'est compliqué, mais il y a aussi des problèmes spécifiques un peu aux chasseurs de météorites, c'est-à-dire que vous allez là-bas finalement sans autorisation. Comment ça se passe pour travailler sur place et surtout pour revenir avec les pierres? Alors c'est vrai qu'il y a un flou dans énormément de pays qui nous sont encore accessibles, comme le Sultanat d'Oman par exemple, où on était il y a 2 mois en voyage, dans lequel on va régulièrement. Il n'y a pas forcément d'interdiction stricte d'exporter des météorites parce que les textes de loi ne parlent pas des météorites à proprement parler. C'est comme quelque chose d'encore assez exotique pour le grand public, pour le législateur encore plus. Et donc effectivement, quand on va chercher des pierres à ces endroits-là, on s'expose des fois à l'incompréhension des autorités qui ne savent pas trop ce qu'on fait, si on fait de la prospection archéologique qui est strictement interdite, ou autre chose comme les météorites qui n'est pas interdit. Mais donc on a effectivement des problèmes parfois pour sortir des pierres ou pour les récupérer après le voyage. Donc il y a des pays et beaucoup de pays où rien n'est prévu. Il y a quand même quelques pays où justement ils ont déjà pris en compte cette profession, la vôtre. Effectivement, on a quelques pays dans le monde. Alors on a l'Australie à citer, qui est connue aussi pour ses déserts. D'autres comme le Canada, qui n'est pas spécialement connu pour ses déserts, mais qui a eu une ou deux chutes de météorites célèbres dans les dernières années, et qui, eux, prévoient le fait qu'environ la moitié des spécimens sont propriété du chasseur de météorites, le reste restant sur place dans le pays, après déclaration automatique de toutes les trouvailles. C'est donc une législation qui existe et qui est intelligente, parce qu'elle évite que le pays soit pillé au niveau de son patrimoine en tant que météoritique, et qui permet aussi à des gens de venir prospecter sur place, ce qui ne serait pas forcément le cas sinon. Alors revenons à la Tunisie avec donc cette découverte, redécouverte plus récente. Déjà pourquoi vous avez décidé d'aller chercher autour de Béni-Mira du coup? Alors c'est un petit peu un hasard, parce qu'on avait au tout départ visé les déserts qui étaient ailleurs en Tunisie, dans l'est du pays, près de la frontière libyenne. Et c'est un peu par hasard qu'on est retourné sur cette zone de chute de 2001. En gros, il faut savoir qu'à l'époque, la chute qui a eu lieu là-bas a été similaire, en tous les cas comparable à celle qui a eu lieu en Russie au début de l'année. Donc une forte déflagration qui a été entendue environ à 70 km, 100 km à la ronde. Des traces dans le ciel, c'était en pleine journée, qui ont été observées et malheureusement pas filmées comme le cas de la Russie. Parce qu'il n'y a pas forcément les outils, les téléphones portables qui servent beaucoup à ça actuellement. Et c'est vraiment parce qu'on était à côté de cette zone-là qu'on a décidé d'aller par hasard jeter un coup d'œil, interroger les populations et voir si on ne pouvait pas retrouver quelques spécimens de cette chute qui étaient relativement oubliés jusque-là. Oublié, mais j'imagine pas par la population quand même. Vous en avez parlé avec eux. Là, il y avait peut-être pas de traces filmées, mais il y avait beaucoup de témoignages humains. Oui, donc on a surtout eu des gens qui nous ont dit qu'ils ont été surpris par la déflagration, par le son très puissant, qui était comparable un peu à ce qu'ont vécu les gens en 2011 en Bretagne. On en a beaucoup parlé à l'époque, ont été réveillés à 4 heures du matin parce qu'ils pensaient être un coup de tonnerre, et en ouvrant les fenêtres, il n'y avait pas de nuages, ils voyaient des étoiles, donc ils ne savaient pas trop ce que c'était. Là, comparable, mais en plein jour. Et donc ça, c'était quelque chose de très persistant. Dans le village même de Béni-Mira, donc à côté duquel a eu lieu la chute et où sont tombés les spécimens, les gens nous ont beaucoup parlé. Et on a eu la chance, au dernier voyage, donc le 4e sur place pour notre équipe, de rencontrer un berger qui a maintenant 85 ans et qui lui a vu tomber une météorite de 2 kg juste à côté de lui, près de son troupeau. Et lui, forcément, s'en souvenait très très bien. Et donc voilà, vous allez un peu par hasard sur ce site autour de ce village et vous trouvez donc pas mal de choses. Vous y êtes retourné plusieurs fois depuis et vous avez récupéré pas mal de spécimens. Oui, donc en fait, on sait que
premièrement sur place peu après la chute des bergers, des soldats, et quelques scientifiques sont venus, italiens, français, ont ramassé quelques spécimens mais sans trop s'inquiéter du nombre et de la quantité. Et c'est vraiment en retournant sur place qu'on a trouvé jusqu'à 200 spécimens actuellement. Alors on espère que d'autres, une fois qu'on rendra les coordonnées publiques, c'est-à-dire dans très très peu de temps, retourneront sur place et compléteront la carte, compléteront l'étude de la chute. Et donc on a quand même une zone qui a été fouillée, qui reste encore à fouiller, qui a fourni beaucoup de spécimens. Pourquoi cette trouvaille est particulièrement intéressante pour vous, vous qui quand même ramenez tous les ans des kilos de météorites? Alors ce qu'elle a de spécifique, c'est que comme la chute russe elle a été observée, elle a été entendue, et généralement ce genre de chute-là tombe dans des lieux qui sont très denses en population, ils sont vus et entendus, ils tombent en Russie au milieu de la forêt, alors aller trouver des petits cailloux noirs sous les feuilles mortes, si c'est après l'automne c'est compliqué. En France, à Draveil en 2011, c'était dans un milieu urbanisé très très fortement, donc il n'y a que les pierres qui sont tombées sur des maisons par exemple, le toit de Madame Comet, ça s'invente pas, qui ont été retrouvées. Là, l'intérêt, c'est que c'est en plein désert, donc on peut vraiment retrouver toutes les pierres, parce qu'il n'y a pas de végétation, le sol est plat, elles ne sont pas cachées, elles restent bien visibles très très longtemps, et on peut vraiment faire la carte complète de toute la pluie de pierres, de tous les spécimens qui sont tombés au sol. Et ça, c'est quelque chose de presque unique dans le monde des chutes de météorites. C'est pour ça que c'est intéressant de retourner sur le site, même 11 ans après, et de faire une carte. Et donc vous étiez les premiers à y retourner? Oui, donc on sait qu'à part quelques locaux qui eux ont ramassé des pierres occasionnellement entre-temps, en 11 ans, personne n'est retourné sur place. Et ça nous a permis de reprendre des contacts notamment avec des personnes qui avaient été des scientifiques sur place à la base. Et là, on va les aider à compléter l'étude de la susceptibilité magnétique des pierres. C'est un mot un peu compliqué, mais tout ça pour dire qu'on va comparer en fait cette chute de Bénémira là, la caractéristique de ces pierres à celle de Russie par exemple, et sur laquelle on fait la même chose systématiquement en laboratoire actuellement. On le voit, hein, quand on est chasseur de météorites, on ne s'intéresse pas que au prix de vente des météorites. Il y a quand même tout cet aspect qui vous intéresse aussi, cet aspect de recherche, de compréhension. Ça, vous le faites vous dans votre coin, vous le faites avec des laboratoires de recherche, comment ça se passe? Alors c'est vrai que pour certains d'entre nous, dans les deux équipes qui ont participé à la fouille de ce terrain-là, Meteor Center et WW Météorites, on est pour certains issus du monde scientifique, et on apprécie de pouvoir collaborer de toute façon avec des laboratoires, avec des gens qui font de la recherche plus fondamentale sur les météorites, pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de l'analyse de la chute en elle-même, des pierres en elles-mêmes. Si chacun travaille dans son coin, si les laboratoires restent dans leur laboratoire et ne peuvent pas acquérir de spécimens, ils restent forcément bloqués. Et nous-mêmes, si on n'a pas d'informations, d'analyse des laboratoires, ça nous bloque de nos recherches, donc on est vraiment interdépendants et obligés de travailler ensemble, ce qui est d'ailleurs fortement agréable. Et là concrètement, du coup, comment ça se passe? Vous partagez l'information comment avec les chercheurs, avec d'autres chasseurs, comment ça se passe? Alors là en fait ça se fait en deux temps. On a d'abord communiqué dans le monde des météorites, c'est un petit milieu, un petit microcosme de chercheurs de météorites, de quelques acheteurs et des laboratoires avec lesquels on travaille régulièrement. Et on a eu la chance de pouvoir rentrer en contact assez facilement avec un chercheur de l'université de Aix-Marseille qui lui a été sur la chute au tout début en 2001 et qui va justement nous envoyer un outil d'analyse pour qu'on puisse nous-mêmes faire des mesures sur nos pierres et qui va lui pouvoir utiliser dans sa publication. Donc ça c'est une première chose. Et puis maintenant qu'on va communiquer donc plus largement sur cette chute-là, on va rendre public toutes les informations que nous avons récoltées pendant les 4 voyages en Tunisie pour que d'autres puissent continuer le travail sur la chute. Donc on va donner la carte de nos trouvailles, on va livrer les coordonnées GPS, donc véritablement de chacune des trouvailles, donc ça permet de savoir où a été trouvé le caillou au mètre près. Et ça c'est pas rien, parce qu'on a quand même passé environ, si je compte au total et si je multiplie par le nombre de personnes, une 60aine de jours sur le terrain. On a passé environ 17 km de marche par jour par personne. Ça fait beaucoup de terrain balisé, beaucoup de sueur versée pour trouver ça. Et livrer son coin à champignons, si vous voulez un petit peu, c'est pas non plus involontaire. On le fait dans une démarche vraiment de partage, aussi pour le monde scientifique et les chasseurs de météorites. Puisque vous n'avez pas toujours cette
image. Vous avez plutôt l'image peut-être des chasseurs de trésors contre les archéologues, alors qu'on le voit là, voilà, vous collaborez avec des chercheurs dans une université française. Donc cette image que vous avez peut-être dans les médias, dans une certaine partie du public, vous ne l'avez pas forcément avec les chercheurs. Certains chercheurs sont finalement ravis de votre travail et de collaborer avec vous. Oui, effectivement, le seul endroit où les scientifiques vont véritablement en expédition pour chercher eux-mêmes des météorites, c'est l'Antarctique, qui est une terre des sciences depuis le traité de 1969, et c'est très très bien comme ça d'ailleurs. Mais l'intérêt d'avoir des chasseurs de météorites, on a environ 200 dans le monde en termes professionnels, un peu plus en dilettante, c'est qu'on peut fournir quand même un grand nombre de spécimens. Par exemple, il y a 20 ans encore, on n'avait que 5000 météorites de recensés dans les collections. On en a 50 000 aujourd'hui. On est passé de 3 météorites martiennes à 50 météorites martiennes. Donc sans des chercheurs sur le terrain, qui sont pour la plupart des chercheurs privés, on n'aurait pas eu de nouveaux matériaux analysés, on n'aurait pas fait autant de découvertes qu'on en a fait actuellement. Donc effectivement, ils sont généralement très contents quand on leur envoie un morceau, quand on leur fait don d'un morceau, parce que c'est la norme, on donne systématiquement quelque chose au laboratoire, plutôt que de nous crier dessus pour avoir volé un morceau de caillou qui était là dans le désert depuis 50 000 ans.